La charrette s'arrêta au portail de la ferme, alors que le soleil commençait déjà à décliner. Isabelle descendit lentement, secouant la poussière de sa robe verte, et entendit quelque chose qui lui serra le cœur. Les pleurs de bébé qui venaient de l'intérieur de la maison, des pleurs désespérés de ceux qui réclament des soins à grands cris. Elle ne venait que pour demander de l'eau et poursuivre son chemin. Mais alors, elle vit l'homme. Jean apparut sur le perron, portant 2 petites créatures dans ses bras, une de chaque côté, essayant de les calmer toutes les 2 en même temps, tout en balançant son corps d'un côté à l'autre. Son visage était empreint d'une pure fatigue, la barbe longue, la chemise froissée, les yeux creux de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des mois. Ce fut à ce moment-là, en voyant cet homme fort tentant d'être à la fois mère et père, qu'Isabelle inspira profondément et prononça les mots qui allaient changer 2 vies pour toujours. « Si le bon Dieu me permet de rester, je m'occuperai d'eux. » Et ce qui semblait n'être qu'un geste de bonté un après-midi ordinaire, mes amis, se transforma en l'histoire d'amour la plus improbable et la plus vraie que ces terres aient jamais connue. Si vous croyez que parfois Dieu met sur notre chemin exactement la personne dont nous avons besoin au bon moment, laissez votre « j'aime » maintenant. Abonnez-vous ici à la chaîne Histoire de campagne et activez la clochette pour recevoir des récits qui réchauffent le cœur. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Nous commençons. À la fin du 19e siècle, dans les régions isolées de France, des histoires comme celle-ci étaient courantes. Le chemin de terre serpentait entre des collines verdoyantes, traversant des fermes qui semblaient des îles de civilisation au milieu de la vaste campagne française. Isabelle avait voyagé 3 jours depuis qu'elle avait quitté le dernier petit village, n'emportant avec elle qu'une valise en cuir usé, le chapelet de sa mère et l'espoir tenace de celle qui croit encore que demain peut être meilleur qu'hier. Elle n'était pas du genre à pleurer, jamais. Quand la fièvre emporta ses parents le même mois, elle pleura 3 jours d'affilée puis sécha ses larmes pour toujours, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle travailla chez Madame Dubois pendant 8 mois, cuisinant, lavant, prenant soin de la vieille dame, jusqu'à ce que son cœur décide de se reposer un dimanche matin. Les neveux vendirent tout, et Isabelle se retrouva de nouveau sur le chemin avec quelques pièces de monnaie dans la poche, et la douloureuse certitude qu'il n'y a pas de place sûre au monde pour une jeune femme seule et sans famille. La ferme de Jean apparut presque par hasard à la fin de cet après-midi d'août. Isabelle était fatiguée, assoiffée, les pieds endoloris dans ses bottines usées. Elle vit le portail en bois, la maison en pierre peinte en blanc, l'enclos avec quelques vaches, les poules picorant dans la cour. Cela semblait être un endroit prospère, organisé, le genre de propriété où il pourrait avoir besoin d'aide. Elle descendit de la charrette du colporteur qui l'avait déposée là, le remercia d'un geste et marcha vers le portail, répétant mentalement les mots. « Bonjour, je cherche du travail. Je sais cuisiner, laver, coudre. Adesand, make corn. Adesand is a black descend. Adesand is a black descend. » Mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle entendit les pleurs. C'étaient 2 bébés qui pleuraient en même temps, un son aigu et désespéré qui résonnait dans la maison. Isabelle connaissait ces pleurs. Elle avait aidé sa mère lors de plusieurs accouchements. Elle avait bercé de nombreux nouveau-nés. C'était le pleur de la faim, de la couche mouillée, de l'abandon. Elle frappa au portail et attendit, le cœur battant, sans trop savoir pourquoi. Quelques minutes passèrent avant que la porte de la maison ne s'ouvre et que l'homme n'apparaisse. Jean était grand, avec de larges épaules, sculptées par le travail des champs. Il avait les cheveux foncés et en bataille, et une expression mêlant l'épuisement à quelque chose de la honte. Dans ses bras, enveloppés dans des linges de coton déjà jaunis par l'usage, se trouvèrent 2 petits bébés qui gigotaient et piaillaient, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. « Bonjour », dit Isabelle d'une voix ferme malgré sa nervosité. « Excusez-moi de vous déranger, je voulais juste demander un peu d'eau, si vous le pouvez. » Jean descendit les marches du perron, chancelant un peu, clairement sans coordination, pour tenir 2 enfants en même temps. Il avait des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, la chemise tachée de lait régurgité. « De l'eau, il y en a », répondit-il d'une voix rauque de fatigue. « Mais je ne peux pas les lâcher maintenant. Si vous voulez, il y a la marmite dans la cuisine. Vous pouvez entrer et vous servir. » Isabelle hésita une seconde avant d'ouvrir le portail et d'entrer dans la cour. Elle s'approcha de lui et vit mieux les bébés. C'étaient des jumeaux, un garçon et une fille, à en juger par leurs vêtements différents. Ils ne devaient pas avoir plus de 4 ou 5 mois. Les petits visages rouges à force de pleurer, les petites mains serrées en minuscules poings. « Ils ont faim ?» demanda Isabelle, ne pouvant retenir son instinct. Jean laissa échapper un long soupir fatigué. « Ils ont de tout.
Faim, couche sale, caprice, que sais-je. Je ne m'y connais pas en enfant, mademoiselle, j'essaye. Mais sa voix se brisa et il détourna le regard, honteux d'admettre sa faiblesse devant une étrangère. Isabelle regarda autour d'elle. La maison tenait debout, mais le désordre était visible même de loin. Des vêtements suspendus n'importe comment sur l'étendage. Le jardin avait besoin d'être désherbé. Des poules montaient sur le perron. C'était le désordre d'un homme qui se maintenait à peine à flot. « Vous êtes seul ici ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Je le suis », répondit Jean, essayant de bercer les bébés pour les calmer, mais le mouvement désordonné ne faisait qu'empirer la situation. « Ma femme, elle est partie peu après la naissance de ces deux-là. J'ai des journaliers qui viennent la journée pour aider avec le bétail, mais pour la maison, pour les enfants, je suis tout seul. » Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange de compassion et de reconnaissance. Elle savait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne. Elle savait ce que c'était que de se noyer seule en essayant de tout gérer. Et là, il y avait un homme qui se noyait clairement sous des responsabilités qu'il ne savait pas comment assumer. Sans trop réfléchir, elle tendit les bras. « Laissez-moi en prendre une !» Jean la regarda avec surprise, puis avec quelque chose de semblable à un soulagement désespéré. Il lui tendit la fillette et Isabelle la reçut fermement. Ajustant le petit corps contre sa poitrine, calant la tête sur son épaule, elle commença à la bercer lentement d'un mouvement rythmique qu'elle avait en mémoire depuis qu'elle aidait sa mère. Elle fredonna doucement une berceuse, une de celles que les mères de campagne chantent depuis des générations. La fillette, sentant le toucher ferme et le rythme approprié, commença à se calmer. D'abord les pleurs diminuèrent, puis se transformèrent en un gémissement entrecoupé, jusqu'à ce qu'il cesse finalement, et que la créature pose sa petite tête sur l'épaule d'Isabelle avec un soupir. Jean regarda cela comme s'il assistait à un miracle. En 4 mois, il n'avait jamais réussi à faire ça. Il n'avait jamais vu les bébés se calmer si vite. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il impressionné. Isabelle sourit légèrement, sans cesser de la bercer. « Les enfants sentent quand on est nerveux. Vous êtes tendu, fatigué. Ils le sentent et s'aggravent. Il faut du calme et savoir comment les porter. » Elle regarda l'enfant dans ses bras qui continuait de hurler. « Celui-là a faim. Quand ont-ils mangé pour la dernière fois ?» Jean leva les yeux au ciel, essayant de se souvenir, ce qui était déjà un signe que trop de temps s'était écoulé. « Ce matin, je crois. J'ai essayé de leur donner du lait de vache dilué avec de l'eau, mais ils en recrachent la moitié. » Isabelle fronça les sourcils. « Le lait de vache entier est trop lourd pour des bébés si petits. Il doit être bien dilué, tiède et donné lentement, avec patience. » Elle se dirigea vers le perron, berçant toujours la fillette, qui dormait maintenant tranquillement contre son épaule. Jean la suivit, le garçon dans les bras pleurant un peu moins, comme s'il sentait que de l'aide était arrivée. La cuisine était exactement ce qu'Isabelle attendait. Le désordre organisé d'un homme vivant seul, des casseroles sales empilées, des restes de nourriture sur la table, le foyer à bois avec des cendres froides. Mais elle avait du potentiel. Elle avait une structure. Isabelle s'assit sur une chaise, gardant la fillette sur ses genoux, et regarda Jean avec cette expression que les femmes pratiques ont lorsqu'elles évaluent une situation et savent déjà exactement ce qu'il faut faire. « Vous avez du lait frais, de l'eau propre, un linge propre pour la couche ?» Jean hocha la tête aux 3 questions, toujours debout, berçant maladroitement l'enfant. « Alors, je vais leur préparer leur repas pendant que vous allumez le feu. Ensuite, je leur changerai les couches et je les laverai. Ils en ont besoin. » Jean resta immobile, regardant cette femme qui était apparue de nulle part et prenait les rênes de la situation avec un naturel qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Il aurait dû dire non. Il aurait dû la remercier et la renvoyer. Après tout, il ne connaissait pas cette jeune femme. Il ne savait pas d'où elle venait. Il ne pouvait pas simplement accepter l'aide d'une étrangère. Mais la fatigue était si grande, le besoin était si immense. Et pour la première fois en 4 mois, il sentit que il n'avait pas à tout porter seul. « Je ne peux pas vous payer », dit-il soudain. L'honnêteté abrupte de celui qui ne sait pas mentir. « Je n'ai pas les moyens d'engager quelqu'un maintenant. L'argent est rare. » Isabelle le regarda, elle regarda les bébés, elle regarda la maison qui avait besoin de soins. Elle pensa au chemin qu'elle avait devant elle, au village où elle trouverait être du travail, aux incertitudes qui l'attendaient. Et puis elle regarda cet homme aux yeux fatigués, tenant un bébé qui avait enfin cessé de pleurer, et elle sut que c'était l'endroit où elle devait être. « Si vous me permettez de rester, je m'occuperai d'eux, » dit-elle d'une voix claire et ferme, sans demander, sans supplier, juste en offrant. « Vous n'avez pas besoin de me payer en argent. Donnez-moi un toit et de la nourriture et laissez-moi rester. Ces bébés ont besoin d'une mère. Vous avez besoin d'aide,
et j'ai besoin d'un foyer. Nous nous aidons mutuellement. » Jean resta silencieux, traitant ces mots. C'était une proposition trop simple pour être vraie, ou trop généreuse pour être réelle. Il regarda la jeune femme, essayant de lire sur ses traits un signe de mauvaise intention. Mais tout ce qu'il vit était de la fatigue, de l'honnêteté et une détermination tranquille. « Vous ne connaissez même pas mon nom, » dit-il pour la tester. « Ni moi le vôtre, Isabelle, » répondit-elle. « Et le vôtre, Jean. » Ils restèrent ainsi, se regardant l'un l'autre, deux étrangers unis par le besoin et par les pleurs de bébé qui avaient enfin cessé. « D'accord, » dit finalement Jean, se surprenant lui-même. « Vous pouvez rester, mais ce n'est que le temps que je m'organise mieux, que je trouve quelqu'un de définitif. » Isabelle sourit légèrement, sachant que « définitif » était un mot que la vie respectait rarement. « D'accord », acquiesça-t-elle. Et ainsi, sans contrat, sans témoin, sans grande promesse, commença l'histoire de Jean et Isabelle. Elle prépara le lait tiède et dilué, nourrit les deux bébés avec patience, leur changea les couches sales, leur donna un bain tiède à tous les deux, utilisant la grande bassine de la cuisine, fredonnant doucement tout en lavant chaque pli de leur peau délicate. Jean resta à observer, apprenant, voyant comme elle rendait facile ce qui pour lui était impossible. Quand les bébés furent propres, nourris et endormis tranquillement dans leurs berceaux improvisés, Isabelle regarda autour d'elle et soupira. « Demain, je rangerai bien cette cuisine, » dit-elle plus à elle-même. « Et j'ai besoin de laver tous ces vêtements et le jardin a besoin d'un désherbage. »« Et demain ?» l'interrompit Jean d'une voix plus douce. « Aujourd'hui, vous en avez déjà trop fait. Vous devez être fatigué du voyage. »« Namada, and Elisa, and Ellie, Wis, Masha, Men. » Isabelle le regarda et vit quelque chose de différent dans son regard. De la gratitude, sincère. « La chambre d'amis est là, au fond, » continua-t-il en désignant. « Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un lit propre et une fenêtre. Vous pouvez rester là. » Isabelle le remercia d'un geste et prit sa valise. La chambre était simple, en effet, mais elle avait un lit en bois avec un matelas de paille, un vieux coffre et une fenêtre qui donnait sur le potager. C'était plus que ce qu'elle avait eu ces derniers mois. Elle s'allongea, habillée, épuisée, et écouta les sons de la nuit à la campagne. Les grillons chantant, le vent dans les arbres, le mugissement lointain d'une vache. Et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle s'endormit en sentant que être elle avait trouvé un endroit où appartenir. Dans la cuisine, Jean prépara un café léger et s'assit à la table, regardant les berceaux où ses enfants dormaient tranquillement pour la première fois depuis des semaines. Il pensa à Léonie, à l'épouse qu'il avait perdue si tôt, et sentit la douleur familière lui serrer la poitrine. Mais avec la douleur, il y avait quelque chose de nouveau. Un petit soulagement, le sentiment que être il réussirait à survivre à cela, être il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Il ne le savait pas encore, mais cette jeune femme en robe verte à ses côtés, qui était apparue en demandant de l'eau, allait tout changer. Elle allait apprendre à ses enfants à sourire. Elle allait apporter de l'ordre au chaos, et plus important encore, elle allait apprendre à Jean lui-même que le cœur a une étrange capacité à guérir quand on s'y attend le moins. Mais cela, mes amis, était encore à venir. Pour l'instant, cette première nuit, il n'y avait que deux étrangers sous le même toit, unis par le besoin et par l'espoir silencieux que être, demain serait un peu plus léger qu'aujourd'hui. Le soleil ne s'était pas encore levé quand Isabelle se réveilla lors de sa première matinée à la ferme. Son corps se plaignait de la fatigue du voyage, mais ses oreilles entraînées captèrent le son qu'elle connaissait bien, le gémissement léger d'un bébé qui se réveille affamé. Elle se leva, arrangea sa robe froissée et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine. Jean était déjà là, essayant d'allumer le foyer à bois d'une main tout en tenant l'enfant de l'autre. Le feu ne prenait pas, la fumée montait, le bébé gémissait, et l'homme avait cette expression de celui qui livre une bataille perdue d'avance. Isabelle ne dit rien. Elle prit simplement le bébé de ses bras avec délicatesse, lui fit un geste pour qu'il s'occupe du feu et commença à bercer le petit Vincent tout en marchant dans la cuisine. C'est ainsi qu'elle avait appris de sa mère. Moins de mots, plus d'action. Jean réussit à allumer le feu à la troisième tentative et regarda derrière lui. Isabelle fredonnait doucement, l'enfant presque endormi de nouveau contre son épaule, et elle déplaçait des casseroles de sa main libre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de gratitude et de culpabilité. Gratitude pour l'aide, culpabilité d'en avoir besoin. « Bonjour !» dit-il d'une voix encore rauque de sommeil. « Bonjour !» répondit Isabelle sans cesser de le bercer. « Il y a quelque chose à déjeuner, ou vous avez l'habitude de prendre seulement du café ?» Jean se gratta un peu gêné sa barbe de plusieurs jours.
Généralement seulement du café et un morceau de pain d'hier quand il y en a. Isabelle fit une grimace de désapprobation. Un homme qui travaille au champ a besoin de bien manger. Vous avez de la farine de maïs, des œufs, de la cassonade? Il acquiesça et elle soupira de soulagement. Alors, aujourd'hui, il y aura du pain de maïs chaud et des œufs brouillés. Vous allez travailler au champ? J'ai besoin de voir le bétail. Réparer la clôture du pâturage nord qui s'est cassée avec la pluie de la semaine dernière. Alors, allez-y, je m'occupe d'ici. La facilité avec laquelle elle avait pris les commandes aurait dû le déranger, mais ce ne fut pas le cas. Jean prit son café léger, observa Isabelle préparer la pâte du pain de maïs avec des mouvements sûrs et décida de faire confiance. Il sortit pour les champs alors que le soleil commençait à dorer l'horizon, et pour la première fois depuis des mois, il ne porta pas les bébés attachés à son dos dans des porte-bébés improvisés. Il les laissa avec elle et alla travailler vraiment, sans avoir à s'arrêter à chaque pleur, sans avoir à courir à la maison à chaque instant. Le travail se déroula différemment ce jour-là. Jean répara la clôture, vérifia les vaches, traita celles qui en avaient besoin, parla avec les 2 journaliers qui arrivèrent pour aider au semail. Les hommes furent étonnés de l'absence des bébés. « Vous avez trouvé une nourrice, patron ?» demanda Monsieur Lefebvre, le plus âgé. « J'ai trouvé de l'aide », répondit Jean sans donner de détails. Et les hommes n'insistèrent pas. Car à la campagne, on apprend à respecter le silence des autres. Quand Jean revint pour déjeuner, la transformation de la maison le prit par surprise. La cuisine était propre, organisée, sentant la vraie cuisine. Isabelle avait préparé du riz, des haricots, un ragoût de courge à la viande séchée. La table était mise avec une nappe, des assiettes et des couverts à leur place. Les bébés dormaient tranquillement dans les berceaux qu'elle avait traînés près de la fenêtre où entrait la brise fraîche de l'après-midi. « Asseyez-vous » dit-elle, retirant son tablier et servant le repas. Jean s'assit un peu maladroitement, n'étant pas habitué à être servi. Quand il goûta la nourriture, il sentit un nœud dans la gorge. C'était assaisonné à point, chaud, fait avec soin. C'était le genre de nourriture que Léonie faisait, le genre de nourriture qui transforme une maison en foyer. Il mangea en silence, et Isabelle respecta ce silence, se servant ensuite et mangeant debout, appuyée sur le comptoir, comme le font les femmes qui ne se sentent pas encore maîtresses de l'espace. « La nourriture est bonne », dit Jean finalement en nettoyant son assiette. « Merci. »« De rien », répondit Isabelle, et après une pause, « J'ai trouvé des vêtements de bébé dans le coffre du salon. C'est pour les jumeaux. » Jean acquiesça, la mâchoire tendue. C'était ma femme qui les avait faits avant leur naissance. Je n'ai pas eu le courage de les utiliser. Isabelle mesura ses mots avant de parler. « Si vous me permettez, je les laverai et les leur mettrai. Les vêtements qu'ils portent sont très usés. » Il resta immobile un long moment, regardant son assiette vide. Utiliser les vêtements que Léonie avait brodés avec tant d'amour semblait trahir sa mémoire. Cela semblait admettre que la vie continuait sans elle. Mais en même temps, leur refuser cela à ses enfants, c'était leur refuser le dernier cadeau que leur mère leur avait laissé. « Vous pouvez les utiliser », dit-il à voix basse, se levant de table. « Je retourne au champ. » Et il sortit rapidement avant qu'Isabelle ne puisse voir l'émotion sur son visage. Les jours passèrent à ce nouveau rythme. Une routine qui s'installa sans avoir besoin de beaucoup de mots. Isabelle se réveillait avant le soleil, allumait le feu, préparait un café fort et une nourriture abondante, nourrissait les bébés, changeait les couches, les baignait, chantait des berceuses tout en faisant le ménage. Jean travaillait au champ, rentrait pour les repas, voyait ses enfants propres et heureux et sentait que le poids sur ses épaules s'allégeait un peu chaque jour. Il ne parlait pas beaucoup, n'étant jamais un homme de mots faciles, mais il observait. Il observait comment Isabelle parlait aux bébés en leur changeant les couches, leur expliquant chaque geste comme s'il comprenait. Il observait comment elle chantait doucement en étendant le linge, des mélodies anciennes qu'il n'avait pas entendues depuis l'enfance. Il observait comment elle rangeait la maison avec soin, respectant les objets de Léonie, sans essayer d'effacer sa présence. Le 10e jour, il se passa quelque chose que Jean n'attendait pas. Il était sur le perron, ajustant des harnais, quand il entendit un rire aigu, cristallin, de bébé découvrant la joie. Il lâcha le cuir et courut à l'intérieur. Dans le salon, Isabelle était assise par terre, les jambes croisées, avec Vincent sur ses genoux. Elle faisait des grimaces amusantes, cachait son visage derrière ses mains et apparaissait soudainement. Et l'enfant riait. Il riait de ce rire savoureux qu'ont les bébés. Anne, allongée sur une couverture à ses côtés, gigotait en l'air essayant d'attirer l'attention. Jean resta immobile à la porte, le cœur serré d'une manière différente. Ses enfants riaient. En 4 mois de vie, il n'avait jamais entendu ce son. Il avait entendu des pleurs, des gémissements,
des balbutiements, mais jamais des rires. Et là, c'était provoqué par cette jeune femme qui était arrivée il y a moins de 2 semaines et connaissait déjà ses enfants mieux que lui. Isabelle remarqua sa présence et s'arrêta un peu gênée. « Excusez-moi, je faisais trop de bruit. »« Non, » dit Jean, la voix plus émue qu'il ne l'aurait voulu. « Ne vous arrêtez pas, ils sont heureux. » Elle sourit, un petit sourire, mais sincère, et recommença à faire des grimaces. Vincent rit de nouveau, et cette fois Anne laissa échapper un petit rire aussi. Jean s'assit sur la chaise à bascule qui avait été celle de Léonie et resta là, simplement à observer cette scène qui semblait si simple, mais qui représentait tant. La vie revenant dans cette maison, la joie remplissant les coins que la tristesse avait occupés si longtemps, il ne savait pas nommer ce qu'il ressentait, mais il savait que c'était important, que c'était nécessaire, que c'était dangereux, car s'habituer à cela signifiait que le perdre ferait mal. Et Jean avait déjà trop souffert. La première difficulté survint un après-midi de marché au village. Jean devait vendre des fromages et acheter des provisions, et Isabelle demanda à l'accompagner. Elle avait besoin de fils à coudre et de tissus pour faire de nouvelles couches. Ils partirent tous les 4. Jean menant la charrette, Isabelle à ses côtés, tenant Anne et Vincent dans un panier à l'arrière. Le village n'était pas grand, être une 50aine de maisons autour de l'église et de la place principale. Jean connaissait tout le monde, et tout le monde connaissait sa tragédie, la jeune épouse perdue à l'accouchement. Alors, quand ils arrivèrent sur la place et que les gens virent le veuf avec une jeune femme à ses côtés, les commérages commencèrent immédiatement. Madame Leclerc, la femme du forgeron, fut la première à s'approcher. « Jean, quelle surprise de te voir au village. Et qui est cette demoiselle ?»« C'est Isabelle, elle m'aide avec les enfants, » répondit-il formellement. Les sourcils de Madame Leclerc se haussèrent. « Elle vit à la ferme ?» Le ton était chargé d'un jugement mal dissimulé. « Elle vit, » confirma Jean, durcissant la voix, « parce que j'avais besoin d'aide et elle de travail. »« Y a-t-il un problème, Madame Leclerc ?» La femme recula un peu, mais ne se rendit pas. « Problème? Il n'y en a pas, mais les gens parlent, n'est-ce pas, Jean? Une jeune femme célibataire vivant avec un jeune veuf. Ce n'est bon ni pour sa réputation, ni pour la tienne. » Isabelle, qui était restée silencieuse jusque-là, parla pour la première fois. « Ma réputation, madame, est celle d'une femme travailleuse et honnête, et celle de monsieur Jean est celle d'un homme droit qui élève seul 2 enfants et avait besoin d'aide. Si les gens veulent médire de ceux qui travaillent et prennent soin d'enfants, le problème n'est pas le nôtre, mais celui de ceux qui ont la langue leste et la tête vide. » La réponse fut si ferme et rapide que madame Leclerc resta sans voix. Jean dissimula un sourire, et ils continuèrent leur chemin, mais le mal était fait. Pendant tout le marché, Jean sentit les regards, entendit les chuchotements. Les femmes regardaient Isabelle avec méfiance. Les hommes la regardaient avec une curiosité malveillante. Il vit quand monsieur Auguste, le propriétaire du magasin, fit un commentaire à voix basse à son aide, et les 2 rirent en regardant dans leur direction. Il sentit la colère monter, mais la ravala. Cela ne valait pas la peine de se quereller avec tout le village. Ils achetèrent le nécessaire en silence et retournèrent à la charrette. Sur le chemin du retour, Isabelle était trop silencieuse. Jean remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont elle tenait Anne avec plus de force que nécessaire. « Ne faites pas attention à ce qu'ils ont dit, » dit-il quand ils furent déjà sur la route. « Les gens du village sont comme ça, ils parlent de tout et de tout le monde. »« Je me fiche de ce qu'ils disent de moi, » répondit-elle d'une voix contrôlée. « Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi si vous préférez que je m'en aille. »« Non, » la coupa Jean plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne préfère pas, vous restez. » Le silence qui suivit fut différent des autres. Il avait un poids, une conscience que cette situation n'était pas simple, n'était pas seulement employeur et employé, n'était pas seulement une aide temporaire, c'était quelque chose qui devenait nécessaire, important et donc dangereux. Quand ils arrivèrent à la ferme, Isabelle emmena les bébés à l'intérieur et Jean s'occupa du cheval. Il s'attarda plus que nécessaire dans l'enclos, brossant l'animal avec des mouvements lents, essayant de remettre ses pensées en ordre. Que faisait-il? Laissant une jeune femme qu'il connaissait à peine vivre chez lui, prendre soin de ses enfants, occuper l'espace qui avait été celui de Léonie. Mais en même temps, comment nier que la vie s'était améliorée? Que ses enfants étaient heureux, que lui-même réussissait à respirer pour la première fois depuis des mois. Quand il entra dans la maison, l'odeur du dîner le reçut. Isabelle avait préparé un bouillon de bœuf aux légumes. Un pain frais refroidissait sur la table. Les bébés étaient dans leur berceau, propres et satisfaits. Elle était à l'évier, lavant la vaisselle de la préparation, les cheveux attachés en chignon lâche, quelques mèches s'échappant et encadrant son visage. Pour la première fois, Jean la regarda vraiment, non pas comme la jeune femme qui était venue aider,
mais comme une femme. Il vit qu'elle avait de beaux yeux, sombres et expressifs. Il vit que son sourire, quand il apparaissait, illuminait tout son visage. Il vit qu'elle avait des mains délicates, mais fortes, des mains de celles qui ne craint pas le travail acharné, et il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait oublié le nom. Effrayé par sa propre pensée, il détourna rapidement le regard. « Je vais me laver les mains pour dîner », marmonna-t-il, et sortit dans la cour arrière. Ils dînèrent en silence cette nuit-là, mais c'était un silence différent, chargé de choses non dites. Après le repas, Isabelle ramassa les assiettes et Jean resta à regarder le feu mourir dans le foyer à bois. « Isabelle », l'appela-t-il soudain. Elle s'arrêta et se tourna. « Oui, merci pour tout, pour les bébés, pour la maison, pour être restée. » Elle le regarda longuement, et Jean vit qu'elle aussi avait pensé partir. Elle avait envisagé de poursuivre son chemin pour éviter les problèmes. « Je reste parce que je veux rester », dit-elle finalement. « Parce qu'ici je me sens utile, je me sens chez moi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti ainsi. » L'honnêteté de ses propos le désarma complètement. Il se contenta d'acquiescer, incapable d'en dire plus, et se retira dans sa chambre. Les jours continuèrent de passer, et avec eux arriva une intimité silencieuse qu'aucun des deux n'avait planifiée. Jean commença à rentrer plus tôt des champs, non pas parce que le travail avait diminué, mais parce qu'il voulait voir ses enfants éveillés. Il voulait les entendre rire, il voulait être présent. Et Isabelle commença à poser des questions sur la ferme, sur le bétail, sur les semailles, s'intéressant vraiment à son travail. Ils commencèrent à converser pendant les repas. D'abord sur des choses pratiques. « J'ai besoin d'acheter plus de tissus. La vache tachetée est pleine. » Ensuite, sur des choses plus importantes. Il lui raconta comment il avait hérité de la ferme de son père, les années de travail acharné pour faire produire la terre. Elle lui raconta son enfance au village avec ses parents, comment elle avait appris à coudre avec sa grand-mère, les rêves qu'elle avait eus et que la vie lui avait arrachés. Et un soir, presque un mois après l'arrivée d'Isabelle, survint le moment qui allait tout changer. Anne avait de la fièvre, une fièvre qui avait commencé l'après-midi et s'était aggravée la nuit. Isabelle lui avait mis des compresses, lui avait donné du thé, mais le bébé pleurait inconsolablement, le petit corps trop chaud. Jean était désespéré, arpentant le salon de long en large, l'impuissance le rongeant. « Il faut que j'aille chercher le médecin au village, » dit-il, prenant déjà son chapeau. « C'est 2 heures de route, Jean, et la nuit est sombre. Ce peut être dangereux. Je sais que ma fille a de la fièvre, je sais, mais la chaleur n'est pas encore si forte. Et si nous lui mettons plus de linge froid, nous allons essayer de la faire baisser. Si elle ne va pas mieux le matin, alors tu iras. » Il la regarda. Il vit le calme dans ses yeux, la certitude de celle qui savait ce qu'elle faisait, et il lui fit confiance. Ils passèrent la nuit éveillés tous les deux, se relayant pour les compresses, berçant le bébé, mesurant la température avec la main sur le front. Jean observait Isabelle travailler avec un dévouement qui allait au-delà du devoir, qui était pur amour. Elle chantait à Anne, lui murmurait des mots de réconfort, lui embrassait le petit front chaud avec la tendresse d'une mère. Et quand finalement, près de l'aube, la fièvre commença à baisser et Anne s'endormit tranquillement, Isabelle posa sa tête contre le dossier de la chaise et laissa échapper un soupir de soulagement si profond qu'il la fit trembler. Jean s'approcha, s'agenouilla près de la chaise. « Merci », dit-il d'une voix rauque d'émotion et de fatigue. « Tu as sauvé ma fille. » Isabelle ouvrit les yeux, le regarda de si près et sentit son cœur s'accélérer. « Nos filles », corrigea-t-elle à voix basse. Et puis elle réalisa ce qu'elle avait dit et ouvrit de grands yeux. « Excuse-moi, je ne voulais pas. »« Non », l'interrompit Jean, lui prenant la main sans réfléchir. « Tu as raison, nos filles, tu les soignes comme si elles étaient les tiennes. » Et là, dans ce contact des mains, dans ce regard échangé au milieu de la nuit, quelque chose changea pour toujours entre eux. Le lendemain matin de cette nuit de veille se leva différemment. Le soleil pénétra par les fentes de la fenêtre avec cette lumière dorée de la campagne, la même lumière que toujours. Mais tout semblait avoir changé à l'intérieur de cette maison. Jean se réveilla sur la chaise du salon, où il s'était endormi d'épuisement, le cou douloureux à cause de la mauvaise posture. La première chose qu'il fit fut de regarder le berceau d'Anne. La fillette dormait tranquillement, la respiration calme, sans trace de fièvre. Isabelle était déjà dans la cuisine, même après avoir passé la nuit éveillée, préparant le café et pétrissant le pain. Quand elle vit Jean entrer, elle lui sourit, fatiguée mais soulagée. La fièvre est complètement passée, elle va bien. Jean sentit ses genoux fléchir de gratitude. Il s'approcha du foyer. Il resta là, debout, ne sachant que faire de ses mains, avec les mots qui s'obstinaient à rester coincés dans sa gorge. « Isabelle,
commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. À propos de la nuit dernière, à propos de ce que tu as dit. Elle l'interrompit rapidement, repétrissant avec une force inutile, les yeux fixés sur son travail. J'ai parlé sans réfléchir, Jean. Je sais que ce sont tes filles, que je ne suis que. Tu n'es que rien du tout, la coupa-t-il, les surprenant tous les deux par sa fermeté. Tu es la personne qui s'occupe d'elles comme personne d'autre, qui perd le sommeil pour elles, qui les aime. Le mot « aime » resta suspendu dans l'air comme une confession dangereuse. Isabelle cessa de pétrir, les mains couvertes de farine tremblant légèrement. « Oui, je les aime », admit-elle à voix basse, sans le regarder. « Je sais que je ne devrais pas. Je sais que je n'ai pas le droit. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Elles sont entrées dans mon cœur dès le premier jour. »« Pierre, Paul Dude, Pierre, Paul Dude !» Jean fit un pas de plus vers elle, si près qu'il pouvait sentir la chaleur du foyer à bois, l'odeur du pain cru, son odeur de lavande et de soin. « Et moi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Moi aussi, je suis entré ?» Isabelle leva enfin les yeux, et ce que Jean vit là lui fit oublier comment respirer. Il y avait de la peur, oui, mais il y avait aussi de l'espoir, du désir, quelque chose de si profond qu'il n'avait pas besoin de nom. « Jean ?» commença-t-elle. Mais elle ne put continuer car sa voix lui manqua. Il leva la main lentement, comme celui qui approche un animal effrayé, et lui toucha le visage avec des doigts sales de terre des champs, laissant une marque sur sa peau claire. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, avoua-t-il. Je ne sais pas si c'était en te voyant prendre soin de mes enfants, ou rire seul en étendant le linge, ou en te disputant avec Madame Leclerc. Je sais seulement que quand je pense à ton départ, je ressens un nœud dans la poitrine que je n'avais pas ressenti depuis. » Il ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Isabelle comprit, depuis Léonie. Et c'était précisément là que résidait le problème, dans le fantôme délicat de la femme qui avait été épouse, mère, maîtresse de cette maison. « Tu l'aimes toujours », dit Isabelle, non pas comme une accusation mais comme un fait. « Je l'aimerai toujours », répondit Jean avec une honnêteté brutale. « Elle m'a donné mes enfants, elle m'a donné des années heureuses. Il n'y a aucun moyen d'effacer cela, aucun moyen de faire comme si cela n'avait pas existé. » Isabelle acquiesça, voyant la douleur traverser son visage. « Je sais, et je n'essaierai jamais de prendre sa place, Jean. Je n'essaierai jamais de te faire l'oublier. Il ne s'agit pas d'oublier, dit-il, la main toujours sur son visage. Il s'agit de continuer à vivre. Il s'agit de permettre au cœur de guérir et de ressentir à nouveau. Tu m'as appris cela sans le savoir. Tu m'as appris que je peux honorer le passé sans mourir avec lui. » Le moment était sur le point de se transformer en quelque chose de plus grand. En un baiser, peut être en une déclaration définitive. Quand Vincent commença à pleurer dans la chambre, les pleurs arrivèrent comme un seau d'eau froide, les ramenant tous deux à la réalité. Isabelle s'écarta rapidement, s'essuyant les mains sur son tablier, le visage rougi de honte et de confusion. « Je vais voir Vincent !» murmura-t-elle, et sortit presque en courant de la cuisine. Jean resta là, debout, la main toujours suspendue en l'air où il avait touché son visage, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il faisait était trop tôt, trop incorrect, trop compliqué. Mais en même temps, pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Il ressentait quelque chose au-delà de la douleur et de la fatigue, et cela l'effrayait plus que toute autre chose. Les jours suivants furent étranges, remplis d'une nouvelle tension qu'aucun des deux ne savait comment gérer. Ils s'évitaient, sans vraiment s'éviter. Ils ne parlaient que le nécessaire, mais se surprenaient à échanger des regards quand ils pensaient que l'autre ne voyait pas. Jean passait plus de temps au champ, ne rentrait que pour les repas, mangeait rapidement et repartait. Isabelle s'occupait des bébés et de la maison, travaillant plus que nécessaire, comme si la fatigue physique pouvait faire taire les pensées confuses. C'est dans ce climat tendu qu'apparut la deuxième difficulté, et cette fois-ci, elle était plus grande que les commérages du village. Elle était réelle, elle était dangereuse, et elle avait le visage de la famille. Un jeudi après-midi, une calèche élégante s'arrêta au portail de la ferme. Ce n'était pas une calèche de gens ordinaires, c'était une de celles avec un blason sur la portière, tirée par des chevaux bien soignés. Jean était dans l'enclos et vit l'arrivée avec surprise et appréhension. De la calèche descendit une dame d'environ 60 ans, vêtue de noir de la tête aux pieds, avec un voile de veuve et une posture de celle qui était habituée à être obéie. C'était Madame de Valois, la mère de Léonie. Jean sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas vu sa belle-mère depuis l'enterrement de son épouse. Il avait évité les visites, évité les conversations. Elle vivait à la capitale. Elle était partie peu après les funérailles, disant qu'elle ne supportait pas de voir les petits-enfants qui avaient coûté la vie à sa fille. Il marcha vers le portail, retirant son chapeau en signe de respect.
Madame de Valois le salua d'une voix contrôlée. « Quelle surprise de vous voir ici !» La vieille dame le regarda avec ses yeux bleus et froids que Léonie avait hérités, mais sans la douceur de sa fille. « Jean !» répondit-elle d'un hochement de tête minimal. « Je suis venue voir mes petits-enfants. Je crois que le temps du deuil a été suffisant pour que je puisse enfin bien les connaître. » Il ouvrit le portail et l'accompagna jusqu'à la maison, le cœur serré. Il savait que cette visite n'était pas seulement pour les petits-enfants, c'était pour juger, pour évaluer s'il élevait les enfants de manière appropriée. Quand ils entrèrent dans le salon, Isabelle était assise par terre, jouant avec les jumeaux. Vincent essayait de ramper. Anne applaudissait et riait. La scène était d'une pure joie domestique, mais elle se figea dès l'instant où Madame de Valois entra. Isabelle se leva rapidement, arrangeant sa robe, les yeux grands ouverts. Jean fit les présentations d'une voix tendue. « Madame de Valois, voici Isabelle. Elle aide avec les enfants. Isabelle, voici la grand-mère des jumeaux. » Les deux femmes se mesurèrent en silence. D'un côté, la dame élégante en deuil éternel. De l'autre, la jeune femme simple en robe usée mais propre. « Aide !» répéta Madame de Valois, la voix chargée de sens. « Je comprends. Et elle vit ici à la maison ?» « Elle vit, confirma Jean avant qu'Isabelle ne puisse répondre, dans la chambre d'amis. La vieille dame marcha vers les bébés, s'agenouilla avec difficulté et les examina d'un œil critique. Elle leur toucha les petits visages, vérifia leurs vêtements, constata la propreté de leurs ongles, leurs cheveux peignés. Vincent, toujours plus sociable, lui sourit. Anne se recroquevilla, méfiante. « Ils sont bien soignés », admit finalement Madame de Valois, et il y avait une surprise sincère dans sa voix. Je m'attendais à les trouver différents. Isabelle se mordit la langue pour ne pas répondre, mais Jean remarqua la tension dans ses épaules. « Isabelle s'en occupe avec beaucoup d'affection, » dit-il. « Ils sont sains, heureux. » Madame de Valois se leva, nettoyant sa jupe avec des gestes précis. « Puis-je vous parler en privé, Jean ?» Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Il regarda Isabelle, qui prenait déjà les bébés dans ses bras, et suivit sa belle-mère sur le perron. Dehors, la porte fermée, Madame de Valois alla droit au but. Depuis combien de temps cette jeune femme est-elle ici? Presque 2 mois. Et cela vous semble approprié, Jean, une femme célibataire vivant avec un jeune veuf? La colère commença à monter, mais il la contrôla. C'est approprié quand l'alternative était de laisser mes enfants sans les soins adéquats pendant que je travaille. Isabelle est arrivée quand j'en avais le plus besoin. J'en suis sûr, dit la vieille dame avec un sourire amer. Mais les apparences comptent, Jean. Que va penser la gente? Que vont-ils dire de la mémoire de ma fille? Avec tout le respect que je vous dois, Madame de Valois, la mémoire de Léonie n'est pas irrespectée. Isabelle prend soin de ses enfants avec l'amour que Léonie leur aurait porté. Elle fait la cuisine que Léonie faisait, elle entretient la maison comme Léonie l'entretenait. S'il y a quelqu'un qui honore votre fille ici, c'est Isabelle. Le silence qui suivit fut lourd. Madame de Valois étudia le visage de son gendre. Elle y vit la détermination, la défense farouche. « Elle vous plaît, n'est-ce pas ?» conclut la vieille dame, non comme une question. Jean ne répondit pas, mais le silence fut une réponse suffisante. « Vous êtes amoureux d'elle. »« J'apprends à revivre, » répondit-il avec précaution. « Ce n'est pas la même chose qu'oublier Léonie, mais c'est trahir sa mémoire si tôt. » L'accusation fut comme une gifle. Jean sentit le sang lui bouillir. Léonie n'aurait pas voulu que je meure avec elle, Madame de Valois. Elle n'aurait pas voulu que ses enfants grandissent sans amour, sans joie, avec seulement un père fantôme. Isabelle a ramené la vie dans cette maison, et je ne m'en excuserai pas. La vieille dame resta silencieuse un long moment, regardant l'horizon où le soleil commençait à décliner. « Je suis venue ici décidée à emmener mes petits-enfants avec moi à la capitale, » avoua-t-elle finalement. « Je suis venue en pensant que je trouverais le chaos, la négligence, des raisons suffisantes pour vous enlever les enfants. » Jean sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Mais, » continua Madame de Valois en se tournant pour lui faire face, « j'ai trouvé des enfants heureux, sains, aimés. J'ai trouvé une maison qui fonctionne, qui a de la chaleur humaine, et, aussi difficile que cela me soit d'admettre, j'ai trouvé une jeune femme qui prend soin de mes petits-enfants, comme si c'était vraiment les siens. » Elle fit une pause, les yeux larmoyants pour la première fois. « Ma fille a bien choisi son mari. Vous êtes un homme bon, Jean. Et si cette Isabelle vous rend heureux, vous et mes petits-enfants, alors être-ce ce que Léonie aurait voulu. » Sa voix se brisa à la fin, et la vieille dame dut s'appuyer sur la colonne du perron. Jean, surpris par la vulnérabilité soudaine, lui toucha l'épaule avec délicatesse. « Madame de Valois, les jumeaux sont vos petits-enfants. Vous pouvez toujours leur rendre visite quand vous voulez. Vous pouvez faire partie de leur vie. Vous n'avez pas besoin de les emmener pour être présente. » La vieille dame essuya ses larmes avec un mouchoir en dentelle. « Je sais,
C'est juste que Léonie me manque tellement, Jean. Et voir ses enfants, c'est revoir ma petite fille. Elle me manque aussi, admit-il d'une voix étranglée. Tous les jours. Mais j'ai appris que manquer ne signifie pas cesser de vivre. Ils restèrent là sur le perron, deux cœurs en deuil trouvant du réconfort l'un dans l'autre, jusqu'à ce que Madame de Valois se remette. Je resterai à l'auberge du village quelques jours. Je veux passer du temps avec mes petits-enfants avant de retourner à la capitale. Mais elle regarda Jean sérieusement. Si vous allez de l'avant avec cette jeune femme, faites-le bien. Épousez-la. Donnez-lui le respect qu'elle mérite. Ne la laissez pas vivre dans l'ombre de ma fille comme une concubine honteuse. Les mots étaient durs, mais le conseil était judicieux. Jean acquiesça, comprenant. Quand Madame de Valois fut partie, Jean rentra à la maison et trouva Isabelle dans la cuisine, les mains tremblantes en épluchant des pommes de terre. Elle avait tout entendu. Les minces murs de la maison ne gardaient pas de secret. Elle allait emmener les bébés, murmura Isabelle. Les larmes coulaient enfin. Elle allait les emmener et je ne les reverrai plus jamais. Jean s'approcha, la tourna par les épaules et fit ce qu'il avait voulu faire pendant des semaines. Il la tira dans une étreinte serrée, accueillant ses pleurs contre sa poitrine. Elle ne les emporterait pas. Je ne laisserai jamais personne séparer cette famille. Isabelle s'accrocha à lui, pleurant toute la peur accumulée, toute l'insécurité de ne pas avoir de droit sur les enfants qu'elle aimait. Et Jean, tenant cette femme qui était devenue essentielle, sut que la décision était prise. Il ne pouvait plus la reporter. Il ne pouvait plus faire semblant que c'était temporaire. Cette nuit-là, après que les bébés se furent endormis et que la maison fut silencieuse, Jean demanda à Isabelle de s'asseoir avec lui sur le perron. Il avait répété les mots 1000 fois dans sa tête, mais quand il ouvrit la bouche, tout sortit simple et direct, comme lui. « Isabelle, tu es arrivée ici il y a 2 mois, ne demandant qu'un toit et de la nourriture, mais tu as donné bien plus que tu n'as reçu. Tu as donné de l'amour à mes enfants, tu as donné de l'ordre à ma maison, tu m'as donné une raison de me réveiller chaque jour. Et à un moment donné, entre les couches sales et les soupes chaudes, tu m'as rendu quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. L'envie de vivre vraiment. Thanks for watching, and this chases honors on their body you in. And this is a life then. And this were you into a fenner over. Isabelle le regardait les yeux grands ouverts, le cœur battant la chamade. Je ne suis pas un homme de beaux discours. Je ne peux pas promettre que je t'aimerai de la même manière que j'ai aimé Léonie, car chaque amour est différent. Mais je peux te promettre le respect, la sollicitude, le compagnonnage. Je peux promettre de t'honorer en tant qu'épouse, de te défendre, de construire une vie à tes côtés. Il lui prit la main, entrelaçant ses doigts calleux par le travail. Épouse-moi, Isabelle. Non par nécessité, non par commodité. Épouse-moi parce que je veux que tu restes pour toujours, parce que mes enfants ont besoin de toi, parce que j'ai besoin de toi. Les larmes coulaient librement sur son visage. Oh Jean, je ne m'attendais jamais à ça. Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme vous s'intéresserait à une jeune femme comme moi. Une jeune femme comme toi, répéta-t-il avec un petit sourire. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Forte, courageuse, aimante. Alors, acceptes-tu? Et Isabelle regarda la maison, où 2 enfants dormaient tranquillement, où elle avait trouvé un but après avoir tout perdu. Elle regarda l'homme devant elle, qui avait appris à sourire à nouveau grâce à elle, et elle sut qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible. « J'accepte », dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes. « J'accepte de t'épouser. J'accepte d'être la mère de tes enfants. J'accepte de construire cette vie ensemble. » Et quand Jean l'embrassa là sur le perron sous les étoiles de la campagne, ce fut un baiser de promesse, d'un nouveau départ, d'un amour qui naît des cendres et se renforce précisément pour cela. Le mariage fut fixé pour 3 semaines plus tard. Assez de temps pour préparer le nécessaire, sans être trop long pour alimenter les commérages. Jean voulait faire les choses correctement, comme Madame de Valois l'avait conseillé, comme Isabelle le méritait. Ce ne serait pas une grande fête. La ferme se remettait encore économiquement, et le deuil récent de Léonie exigeait de la discrétion. Mais ce serait un vrai mariage avec un prêtre, des témoins et la bénédiction de l'Église. Isabelle passa ces semaines dans un mélange de joie et de nervosité qui la faisait se réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant. Elle allait se marier, elle allait avoir un nom de famille, elle allait être légalement la mère des 2 enfants qu'elle aimait déjà comme si eux-mêmes étaient sortis de son propre ventre. Mais avec le bonheur venait la peur. Et si elle n'était pas une assez bonne épouse? Et si Jean le regrettait? Et si l'ombre de Léonie était trop grande pour qu'elle puisse occuper le moindre espace? Madame de Valois, étonnamment, devint une alliée durant ces semaines. La vieille dame venait à la ferme tous les jours, passait des heures avec ses petits-enfants et conversait longuement avec Isabelle. Un de ces jours, elle apporta une boîte en bois verni,
et appela sa future belle-fille pour s'asseoir sur le perron. « Isabelle, je vous ai apporté quelque chose », dit-elle en ouvrant la boîte avec soin. À l'intérieur se trouvait une robe de mariée, non pas blanche comme celle de la mode actuelle, mais d'un bleu clair, délicat, avec de fines broderies sur les manches et le décolleté. C'est la robe que j'ai portée quand j'ai épousé le père de Léonie. Ensuite, elle a été la sienne quand elle a épousé Jean. Et maintenant? Sa voix trembla légèrement. J'aimerais qu'elle soit la vôtre. Isabelle ouvrit de grands yeux, touchant le tissu avec révérence. Madame de Valois, je ne peux pas. Cette robe est un souvenir d'elle. C'est un souvenir de Léonie, et cela le restera, répondit la vieille dame avec fermeté. Mais les souvenirs ne servent pas à être enfermés dans un coffre. Ils servent à vivre, à avancer. Vous allez épouser le mari de ma fille. Vous allez élever ses enfants. Porter cette robe n'est pas effacer Léonie, c'est l'honorer. C'est continuer l'histoire qu'elle a commencée. Les larmes tombèrent avant qu'Isabelle ne puisse les contrôler. Elle étreignit la vieille dame avec force, et Madame de Valois lui rendit l'étreinte avec une émotion qu'elle montrait rarement. « Prenez bien soin d'eux », murmura la grand-mère contre les cheveux de la jeune femme. « Prenez soin de Jean et de mes petits-enfants et soyez heureuse, ma fille. Vous méritez d'être heureuse. » Cette nuit-là, Isabelle essaya la robe seule dans sa chambre. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Elle se regarda dans le petit miroir embué et ne vit pas une remplaçante, mais une continuation, une nouvelle opportunité pour que cette robe voie la joie, pour que cette maison ait de l'amour, pour que ses enfants aient une mère. Le jour du mariage se leva sous un ciel bleu et un air frais de septembre. La cérémonie serait simple à l'église du village, seulement avec les témoins nécessaires. Madame de Valois, Monsieur Lefebvre et son épouse, et le curé qui connaissait Jean depuis l'enfance. Isabelle se prépara tôt avec l'aide de Madame de Valois, qui insista pour coiffer la mariée et lui attacher les cheveux avec des fleurs d'oranger qu'elles avaient coupées dans le potager de la ferme. Quand elle fut prête, elle se reconnut à peine. La robe bleue mettait en valeur ses yeux sombres. Les cheveux relevés laissaient voir son cou délicat. Les fleurs lui donnaient une fraîcheur juvénile. Elle était magnifique, elle était heureuse, elle était effrayée. Jean attendait déjà à l'église, portant le même costume qu'il avait porté lors de son propre mariage avec Léonie. Il le savait. Il savait que certaines personnes pourraient le juger, mais pour lui cela avait un sens. Il n'effaçait pas le passé, il construisait dessus. Quand Isabelle entra dans l'église, tenant un simple bouquet de fleurs des champs, Jean sentit qu'il lui manquait l'air. Elle était belle d'une manière différente de Léonie, mais tout aussi émouvante. Elle marcha vers l'autel d'un pas ferme, sans père pour la présenter, car elle n'avait plus de famille, mais la tête haute, car elle n'avait besoin de personne pour valider son choix. La cérémonie fut brève. Le prêtre parla de seconde chance, de la capacité du cœur humain à aimer à nouveau sans diminuer l'amour précédent, de la façon dont Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Jean et Isabelle répétèrent les vœux d'une voix ferme malgré l'émotion. Quand le prêtre les déclara mari et femme, et que Jean embrassa la mariée, certains des présents essuyèrent discrètement leurs larmes. Ce n'était pas un mariage de passion juvénile, c'était un mariage de maturité, de choix conscient, d'un amour qui naît du respect et de la vie commune. Et d'une certaine manière, c'était encore plus beau précisément pour cela. La petite fête eut lieu à la ferme même avec une table remplie de plats simples mais abondants, préparés par les voisines qui avaient finalement accepté Isabelle. Il y avait du riz de fête, du coq au vin, des pâtisseries de divers types, de la liqueur de fruits. Les jumeaux, âgés de 6 mois, étaient sur les genoux de Madame de Valois, vêtus de nouveaux vêtements que la grand-mère avait apportés de la capitale. Quand le soleil commença à se coucher et que les quelques invités partirent, Jean et Isabelle restèrent seuls sur le perron, observant les derniers rayons de lumière dorée peindre les collines. Isabelle avait retiré les fleurs de ses cheveux et était pieds nus, fatiguée, mais radieuse. « Alors maintenant je suis Madame Isabelle, épouse de Jean », dit-elle avec un sourire timide. « Ça sonne encore étrange. Is no so figlia a forty fund. Tu t'y habitueras, répondit-il en passant un bras autour de ses épaules et en l'attirant vers lui. Et moi, je m'habituerai à avoir une vraie compagnie, quelqu'un avec qui partager les décisions, les problèmes, les joies. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, profitant simplement de la présence de l'autre. Alors Isabelle demanda à voix basse. « Crois-tu que Léonie approuverait notre mariage, que je prenne soin de ses enfants ?» Jean réfléchit attentivement avant de répondre. « Je crois qu'elle te remercierait. Léonie était trop bonne pour vouloir que je reste seul, à souffrir. Elle aurait voulu que ses enfants aient de l'amour, que je sois de nouveau heureux, et tu nous donnes ces deux choses. »
La première nuit en tant que mari et femme fut étrange et douce à la fois. Jean avait préparé la chambre avec soin, avait changé les draps, avait mis des fleurs fraîches sur la commode. Isabelle entra nerveuse. Elle n'avait jamais été avec un homme, mais Jean fut gentil, patient, respectueux. Ils se découvrirent lentement, sans hâte, construisant l'intimité avec précaution. Et quand ils s'endormirent finalement enlacés, tous deux sentirent que c'était bien, qu'ils étaient des pièces qui s'emboîtaient non pas parfaitement, mais suffisamment bien pour construire quelque chose de solide. Les mois qui suivirent le mariage furent faits d'adaptation et d'apprentissage. Isabelle dut apprendre à être non seulement la gardienne, mais la vraie maîtresse de maison, celle qui prenait des décisions que l'on consultait. Jean dut surtout apprendre à partager, à écouter les opinions, à accepter qu'il n'était plus seul à tout porter. Ils eurent des désaccords bien sûr sur la façon d'élever les enfants, sur les dépenses, sur les visites de Madame de Valois, qui parfois s'éternisaient, mais ils apprirent à discuter, à céder quand c'était nécessaire, à se disputer sans se blesser. Et à chaque obstacle surmonté ensemble, le lien entre eux devenait plus fort. Vincent fit ses premiers pas à 10 mois, lâchant la main d'Isabelle et chancelant 3 pas jusqu'à Jean, qui l'attrapa en l'air avec un cri de joie. Anne dit son premier mot à 11 mois, et le mot fut « maman », en regardant directement Isabelle. Jean vit les larmes couler sur le visage de son épouse et comprit ce que cela signifiait. Validation, appartenance, amour reconnu. Les saisons passèrent. L'hiver arriva avec ses nuits froides où la famille se blottissait près du foyer à bois, Jean racontant des histoires inventées, tandis qu'Isabelle brodait des petits vêtements pour les jumeaux. Le printemps arriva avec des fleurs dans le jardin qu'Isabelle avait planté, avec les bébés rampant dans la cour sous le regard attentif de leurs parents. L'été arriva avec une récolte abondante, avec la ferme prospérant à nouveau, avec des projets pour l'avenir. Et un soir d'été, près d'1 an et demi après l'arrivée d'Isabelle à la ferme, eut lieu la conversation qui allait tout changer à nouveau. Jean était sur le perron, affûtant des outils, quand Isabelle s'assit à ses côtés avec cette expression qu'il avait appris à reconnaître. Elle avait quelque chose d'important à dire. « Jean, il faut que je te raconte quelque chose », commença-t-elle, les mains nerveuses sur ses genoux. Il lâcha immédiatement l'outil, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? »« Non, ce n'est pas ça, » elle inspira profondément. « C'est que nous allons avoir besoin d'un nouveau berceau. Les jumeaux sont déjà trop grands. Ils ont besoin de lits plus grands. » Jean fronça les sourcils confus. « D'accord, je peux leur faire de nouveaux lits, mais pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau berceau ?» Et alors il comprit. Il regarda son ventre, encore plat, puis son visage qui souriait avec anxiété. « Tout est-ce ?»« Je le suis », confirma-t-elle, la voix tremblante d'émotion et de peur. « D'environ 2 mois, je crois. Je suis allé voir la sage-femme du village aujourd'hui, et elle me l'a confirmé. » Le monde s'arrêta un instant. Jean allait être père à nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce bébé serait le sien et celui d'Isabelle. Ce serait le fruit de leur amour à tous deux. Ce serait la preuve définitive que la vie continuait. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa sur le front, sur le nez, sur les lèvres, riant et pleurant en même temps. « Un enfant à nous » murmura-t-il émerveillé. « À nous? Tu es vraiment heureux » demanda Isabelle incertaine. « Je sais que nous ne l'avions pas prévu, que c'est arrivé vite, que c'est peu, être compliqué avec les jumeaux encore petits. Je suis plus qu'heureux, l'interrompit-il. Je suis comblé. Tu m'as tout donné, Isabelle. Tu m'as rendu mes enfants. Tu as rendu la joie à cette maison, et maintenant tu vas me donner un autre enfant. Comment ne pourrais-je pas être heureux? » Ils rirent et pleurèrent ensemble, enlacés sur le perron, tandis que le soleil se couchait une fois de plus sur la ferme qui avait connu tant de douleurs et débordait maintenant d'espoir. La bébé naquit un matin de printemps, quand les fleurs d'oranger emplissaient l'air de leur doux parfum. Ce fut un accouchement tranquille, rapide, sans complications. C'était une petite fille parfaite, avec une mèche de cheveux foncés, identique à ceux d'Isabelle, et des yeux qui promettaient d'être clairs comme ceux de Jean. Ils la nommèrent Aurore, car elle était la nouvelle aube de cette famille, la lumière après l'obscurité. Madame de Valois, venue pour aider à l'accouchement, tint sa petite fille avec des larmes aux yeux. « Elle a le nez de Léonie », commenta la vieille dame. Et il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, seulement de la tendresse. La famille continue. Et elle avait raison. Les années passèrent, et cette famille rapiécée de morceaux de douleur et d'amour grandit forte. Vincent et Anne grandirent en sachant qu'Isabelle n'était pas la mère qui les avait engendrés, mais la mère qui les avait élevés, et ils l'aimaient avec toute l'intensité avec laquelle les enfants savent aimer. Aurore grandit en écoutant des histoires sur tante Léonie, qui était au ciel, apprenant que l'amour n'est pas quelque chose de limité, qu'une personne peut aimer de nombreux autres de différentes manières et toutes. La ferme prospéra.
Jean, avec Isabelle à ses côtés, le conseillant et le soutenant, prit de meilleures décisions. Il prit des risques quand c'était nécessaire. Il fut conservateur quand il le fallait. Ils achetèrent plus de terre. Ils augmentèrent le troupeau, plantèrent des potagers. La maison fut rénovée, gagnant plus de chambres, un perron plus grand, de larges fenêtres qui laissaient entrer le soleil. Mais le plus important n'était pas la prospérité matérielle. C'était le rire qui résonnait quotidiennement dans cette maison. C'étaient les repas en famille, à la grande table de la cuisine. C'étaient les nuits où tous se réunissaient dans le salon pour écouter Jean raconter des histoires ou Isabelle chanter. C'était la certitude qu'il y avait de l'amour, de la sécurité, un foyer. Madame de Valois leur rendit régulièrement visite, et dans ses dernières années de vie, elle vécut dans une petite maison que Jean construisit pour elle au fond de la propriété. La vieille dame, arrivée rigide et jugeante, s'adoucit avec le temps. Elle se permit d'être simplement grand-mère. Elle se permit d'aimer Isabelle comme une fille et Aurore comme une vraie petite fille. Quand elle mourut, à 72 ans, ce fut en paix, entourée de la famille qu'elle avait appris à accepter et à aimer. De nombreuses années plus tard, quand les cheveux de Jean étaient déjà complètement blancs et qu'Isabelle avait des rides d'expression marquant son visage, ils s'assirent sur le même perron où tout avait commencé. Vincent était marié et travaillait à la ferme avec son père. Anne était devenue institutrice au village. Elle vivait à proximité avec son mari et 2 enfants. Aurore, la plus jeune, était partie étudier à la capitale, mais revenait toujours, apportant des histoires et des nouveautés. « Tu le regrettes ?» demanda Isabelle soudain, la tête appuyée sur l'épaule de son mari. « De m'avoir laissé rester ce jour-là ?» Jean rit doucement, lui prenant la main et entrelaçant ses doigts pleins de cale d'une vie de travail. « Je regrette de ne pas t'avoir demandé de rester plus tôt, de ne pas m'être rendu compte plus vite que tu étais exactement ce dont j'avais besoin. Malgré toutes les difficultés, tous les jugements auxquels nous avons fait face, précisément à cause d'eux, répondit-il. Parce qu'ils nous ont rendus plus forts, parce qu'ils nous ont appris que le véritable amour n'est pas celui qui vient facilement, c'est celui qui se construit brique par brique, jour après jour. Isabelle sourit. Ce sourire tranquille de celle qui sait qu'elle a pris les bonnes décisions. Elle regarda la ferme qui était devenue la sienne, la maison qu'elle avait remplie de vie, le jardin qu'elle avait planté et vu fleurir. Elle se souvint de la jeune femme effrayée qui était arrivée là, ne demandant qu'un peu d'eau et un morceau de pain, sans imaginer qu'elle trouverait un foyer, une famille, un amour qui durerait toute une vie. « Si le bon Dieu me permet de rester, je m'occuperai d'eux », murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle avait prononcés tant d'années auparavant. Jean lui serra la main. « Et tu t'en es occupé. Tu t'es occupé de moi, de mes enfants, de notre maison, de notre amour. Tu t'es occupé de tout avec un dévouement que je ne pourrai jamais entièrement rendre. Tu n'as pas besoin de rendre, dit-elle. Tu m'as donné un foyer quand j'étais perdu. Tu m'as donné un but quand je n'en avais aucun. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais que je n'en aurais jamais. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Jean. Ce fut un marché équitable depuis le début, et c'était vrai. Ils s'étaient sauvés mutuellement, 2 personnes brisées qui s'étaient rencontrées au bon moment et avaient construit quelque chose d'entier ensemble. Ce ne fut pas parfait. Ça ne l'est jamais. Il y eut des jours difficiles, il y eut des disputes, il y eut des larmes, mais il y eut beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de vie vécue vraiment. Tandis que le soleil se couchait une fois de plus sur le domaine des eaux claires, peignant le ciel d'orange et de rose, Jean et Isabelle restèrent là, les mains entrelacées, le cœur en paix. Leur histoire ne fut pas celle d'une passion dévorante au premier regard. Ce fut une construction quotidienne, un choix renouvelé chaque matin, un amour qui grandit lentement, mais prend des racines si profondes qu'aucune tempête ne peut l'arracher. Ce fut une histoire de nouveau départ, de seconde chance, de foi qu'après la douleur la plus sombre, une nouvelle aurore peut toujours arriver. Et si vous écoutez cette histoire maintenant, mes amis, c'est que vous avez besoin d'y croire. Vous avez aussi besoin de croire que peu importe à quel point vous êtes tombé, il est toujours possible de se relever, que peu importe ce que vous avez perdu, vous pouvez encore trouver que le véritable amour existe. Oui, mais ce n'est pas celui des contes de fées. C'est celui qui se construit au quotidien, dans les gestes simples, dans le soin constant. Et ainsi, mes amis, lorsque nous ouvrons notre cœur pour recommencer, lorsque nous avons le courage de tendre la main et de demander de l'aide ou d'offrir de l'aide à celui qui en a besoin, la vie nous surprend avec des cadeaux que nous n'imaginions même pas possibles. Jean n'avait besoin que de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Isabelle n'avait besoin que d'un toit, mais ce qu'ils trouvèrent fut bien plus. Ils trouvèrent une famille, ils trouvèrent l'amour, ils trouvèrent un foyer. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la racontant, laissez votre « j'aime » maintenant
Abonnez-vous ici à la chaîne Histoire de campagne et partagez en commentaire. Quel a été le moment qui vous a le plus ému? Était-ce quand Isabelle a prononcé la phrase du titre? Était-ce le mariage? Était-ce la naissance d'Aurore? Dites-le moi. Je veux savoir ce qui est resté dans votre cœur. Et rappelez-vous toujours, le véritable amour n'a pas besoin de beaux mots, ni de grands gestes. Il se montre dans les soins simples du quotidien, dans le regard attentif, dans la main tendue, dans l'épaule offerte. À la prochaine histoire, et que Dieu bénisse votre vie, tout comme il a béni celle de Jean et Isabelle. Que Dieu vous garde.